qui ne sont pas encore assis. Bonjour à tous. Merci d'être venus aussi nombreux pour cette reprise. On est ensemble toute la journée et pour commencer, je vais donner la parole à l'ancien président d'Eurolarge qui a assuré la transition et au nouveau président d'Eurolarge, c'est-à-dire Jean-Marie Corteville et Jean-Claude Leblaise. C'est à vous, messieurs. Bonjour. Je suis ravi que vous soyez là. Donc c'est un Eurolarge V2, une version 2 qui repart. Ça fait plaisir. Donc l'Eurolarge V2, c'est un programme que vous avez constitué à travers des questions qui vous ont été posées. C'est un cadre juridique aujourd'hui qui est clair, avec une structure indépendante, autonome, non déconnectée évidemment des institutionnels, ça va de soi. Un Eurolarge qui a été remonté avec un certain nombre de chefs d'entreprise ici présents. Voilà. Vous dire très fort que vous êtes 70 adhérents et que c'est vous finalement qui allez faire le nouvel Eurolarge. Voilà. Et moi je suis vraiment ravi de passer le micro à Jean-Claude Leblaise qui prend ma suite. Voilà. Merci Jean-Marie et merci à l'ensemble des chefs d'entreprise, principalement effectivement basés à Lorient, qui ont remonté cette association Eurolarge Innovation, effectivement en prenant et en ayant comme impératif que ce soit des chefs d'entreprise qui en assurent la gestion et le management, et ceci avec effectivement l'aide et la coopération des financeurs et des collectivités publiques locales qui continuent de nous appuyer et de nous financer à cet égard-là, sachant que le principal effectivement financeur est aujourd'hui la région Bretagne au travers de BDI, Bretagne Développement Innovation. Donc le positionnement d'Eurolarge Innovation reste focalisé sur tout ce qui est voile, sport de glisse, avec, je dirais, un axe qui est de fédérer et de faire fonctionner les participants à cette association les uns avec les autres, en les aidant à mieux se connaître. Mais le thème principal reste aussi l'axe technologique, puisque la technologie est le vecteur qui permet, je dirais, de faire progresser et de faire gagner dans le milieu de la course. Alors la technologie sur un bateau recouvre différents secteurs, évidemment, on couvre la totalité des secteurs, à la fois les architectes, les matériaux composites, la voilerie, l'accastillage, la peinture et bien sûr l'électronique. Donc c'est ce qu'on appelle du croisement de filières. Et l'objectif nous avons plusieurs objectifs, mais l'objectif c'est de faire émerger ces technologies à la fois dans le milieu de la course, mais aussi en dehors du milieu de la course, puisque certaines de ces technologies sont utilisables ailleurs dans d'autres secteurs d'activité. Certaines entreprises ont déjà commencé à le faire, que ce soit dans le domaine de l'aéronautique ou de la défense ou voire de la géophysique. Donc c'est vrai que l'objectif, c'est que ces technologies, quelque part, on les fasse fructifier pour le bien-être à la fois des entreprises, mais aussi le bien-être de l'emploi, avec un certain nombre de retombées économiques. Voilà l'objectif. Et pour ma part, j'essaierai de rester le plus possible centré sur cet objet social et de ne pas dévier, parce qu'on a parfois des tentations ou des sollicitations extérieures. Il faut qu'on reste très centré si on veut être à la fois reconnu et efficace dans notre domaine. En termes de programme, donc on reprend aujourd'hui les journées techniques. On a pour ambition d'avoir une journée technique tous les 2 mois. À côté de ça, on a prévu un certain nombre de visites d'entreprises sous forme de petits déjeuners au matin pour que justement on apprenne à connaître les technologies des uns et des autres. Et c'est sur site que c'est le plus facile quand on est en visuel.
Et nous avons une newsletter que l'on va faire paraître également tous les trimestres, donc qu'on va alimenter aussi grâce à vous, hein, parce qu'on n'est pas les seuls à avoir la matière pour alimenter. Et au-delà de ça, je dirais que bon, l'objectif est aussi, au-delà de cette première réunion qui a lieu à Lorient, qui est quand même le berceau historique d'Eurolarge, au-delà de cette réunion à Lorient, on n'a pas ambition de déplacer les prochaines réunions sur d'autres agglomérations de Bretagne, que ce soit Quimper, Brest, Saint-Malo, Vannes, etc., de manière à avoir effectivement, dans un premier temps, une présentation sur l'ensemble de la Bretagne, sachant que dans une deuxième étape, on ira bien plus loin sur la façade atlantique, sur la région Poitou-Charentes et autres, où se trouve également une excellence technique, en particulier au niveau des chantiers dans nos métiers. Voilà, je vous souhaite une bonne journée avec de la découverte, de l'innovation et de l'étonnement. Merci Jean-Claude. Alors, on va parler aujourd'hui, vous avez compris que la thématique de fond d'Eurolage, ça sera la technologie. Mais avant de s'intéresser à la technologie, on va s'intéresser aujourd'hui aux espaces où s'exprime cette technologie, c'est-à-dire à l'évolution et aux nouveaux formats et au futur des courses qui nous intéressent tous les jours, avec un prisme qui est celui de quels vont être les supports et quelles vont être les évolutions de ces supports, des technologies qui y a à bord et aussi des marins qui vont les faire fonctionner. C'est pour ça qu'au début, en guise d'introduction à cette conférence, on a choisi de faire parler, ma foi, peut-être qu'il va rougir un peu, mais un pionnier, hein, un garçon qui aujourd'hui navigue beaucoup sur les bateaux qui volent, qui sont très probablement une bonne partie du futur de notre secteur. Et donc je vais inviter Gurvan Bontemps à venir sur scène. Et Gurvan va nous raconter un petit peu comment, en partant d'une filière relativement classique et traditionnelle, qui est la voile légère, il est devenu presque un pilote d'avion et de bateau qui volent. Et puis voilà, il y aura toujours à chaque fois, comme d'habitude, à la fin de chaque intervention, on aura un temps d'échange avec vous sans souci. Gurvan, c'est à toi, tu te mets où tu veux, soit là, soit près du pupitre, peut-être, comme ça tu verras ta présentation. À toi de jouer. Bonjour à tous, je suis ravi d'être là aujourd'hui. Pierre-Yves m'a demandé de participer pour partager mon expérience. Donc faire un petit retour sur mon parcours. Donc je vais être, alors moi effectivement je suis on va dire un pur produit du multicoque déjà avant d'arriver au foil, mais j'ai commencé la voile dans les débuts des années 90, donc c'est vrai qu'à l'époque c'était pas aussi évident que ça de miser sur ce support. Donc c'est vrai que j'ai à la Cataschool dans le golfe du Morbihan, c'est vrai qu'à l'époque bien chapeauté par Daniel Souben, on va dire, je suis un pur produit de Daniel pour ce côté-là. Et puis ensuite on a progressé, moi et d'autres jeunes, hein, il n'y a pas que moi, dans cette filière multicoque avec la Fédé. En fait, ça s'est mis en place à cette époque-là. Ça paraît évident aussi aujourd'hui, cette filière TICA, SL, Hobby et la suite. Donc nous, on a commencé sur des KL 15.5 à l'époque, c'est une petite entreprise locale aussi. Voilà. Ensuite, on a fait du Hobby 16, on a fait du Formule 18, et après, on a été sur les supports majeurs de cette époque. C'était le Tornado, avec 2 préparations olympiques en Tornado. Et puis, on est revenu avec l'arrêt du Tornado en série olympique, on est revenu sur le Formule 18. Série intéressante parce que aussi série à développement. Donc voilà, mon profil, c'est vrai que j'aime la mise au point des bateaux, le développement, la recherche de la performance et de la vitesse, avec forcément ça va dans l'innovation. Donc c'est vrai que au fur et à mesure des années, j'en ai fait mon métier, on va dire. Donc marin, forcément, régatier, mais aussi c'est vrai que je me définis comme metteur au point et développeur. Donc c'est-à-dire que mon métier, c'est de faire de façon, on va dire, un relais méthodique entre ce qui se passe sur l'eau, les sensations qu'on a à la barre et à manœuvrer ce type d'engin rapide, et les bureaux d'études, les ingénieurs qui, eux, sont là pour encadrer l'innovation, l'enrichir et puis avancer, on va dire. Donc après,
on arrive sur ce support, sur ces nouveaux supports que sont les bateaux volants. Donc je tiens à dire que nous, avec Phantom International et le Flying Phantom, aussi bien que la Coupe de l'América, on n'a pas inventé les bateaux volants, hein. On sait que ça fait à peu près un siècle que ça existe. La grosse différence, je pense qu'il y a entre... Gavan, je crois que tu as une petite image à montrer d'un bateau de l'époque. Voilà, quelques bateaux. Je sais pas l'âge exact, mais bon, on voit que c'est pas tout jeune. Ouais, semaine de vitesse, il me semble, à Brest aussi. 81, voilà, on a des experts, c'est super. Merci. Et donc voilà, donc aujourd'hui, il y a eu des pionniers. On sait que Éric Tabarly en faisait partie. C'était un des premiers à avoir aussi senti que s'affranchir du frottement d'une carène sur l'eau avec l'aide de foil, c'était une innovation, c'était le futur, c'était un gain de performance supplémentaire. On a ça. Ensuite, on sait que les projets ont été... Ensuite, on connaît bien le projet de l'hydroptère aussi, qui a œuvré dans ce sens-là pendant de longues années. Donc après est arrivée on va dire la Grande Cup, et je crois qu'on peut tous la remercier, parce que c'est un fabuleux accélérateur d'énergie, d'innovation, on va dire. Donc la grande différence qu'ils nous ont apporté, la grande différence qu'ils nous ont apporté, on va dire, c'est que les engins volants sur l'eau ont toujours existé, ont toujours fait rêver les hommes de manière générale et les marins. Mais avant, c'était souvent des prototypes, donc des choses faites un peu avec plus ou moins de moyens dans les garages. Ça volait, pas toujours, pas dans toutes les conditions, pas sur tous les états de mer, ni à toutes les allures. Et ce qui a été formidable avec la Coupe et New Zealand ont été les précurseurs, c'est qu'ils nous ont amené un bateau, on va dire polyvalent, un bateau qui est capable, un vrai bateau, je veux dire, c'est-à-dire qu'un bateau qui régate entre 3 bouées, qui vole à peu près à toutes les allures, au près, au vent de travers ou au vent arrière, qui est en panne, qui vire, donc un vrai bateau, quoi, un bateau de régate. Et c'est ça qui a été vraiment fabuleux. Ensuite, aidé aussi par notre célèbre Guillaume Verdier, on va dire, de ce côté-là, notre Français. Ensuite, en parallèle de cette Cup, on sait que Franck Camas était lui aussi très intéressé à ça, à cette innovation. Il avait fait son choix de partir sur la petite coupe. Donc voilà. Ensuite, sur ce projet, moi je suis intervenu sur ce projet aux côtés de Franck. Il est venu me chercher parce qu'il savait, il connaissait mes compétences en termes de développement de petits bateaux. C'est sûr que développer un Flying Phantom ou un classé, c'est un petit peu plus chirurgical, on va dire, qu'un Volvo ou qu'un Ultime pour aller gagner la route du Rhum. Il y a des grosses similitudes, mais après les choses sont à une échelle un petit peu différente. Donc moi je suis allé forcément ravi aller les aider sur cette partie mise au point un peu du plan de pont, de l'accastillage, des choses comme ça. J'ai aussi eu la chance, ils m'ont confié la barre du bateau, Franck étant souvent sollicité sur d'autres supports pour la mise au point du bateau, la mise au point et faire les navigations, on va dire, de tests et d'essais. Donc c'est vrai que dans ce projet classé pour Franck, il a bénéficié du Flying Phantom, de la connaissance de Guillaume, de Martin Fischer aussi notamment, pour développer la partie, on va dire la partie foil, la partie du vol, développer les foils forcément, et aussi appréhender le vol, c'est-à-dire tout simplement apprendre à piloter ce type d'engin dans différentes conditions de mer et de vent. Donc j'ai été ravi de pouvoir les aider avec le résultat que Franck a fait, qu'on connaît, les 2 victoires de la petite coupe. Ensuite, de ce projet, voilà, pardon, j'étais en retard sur les images, excusez-moi. Donc ça, le super classé de Franck, avec les foils, la mise au point de ces foils-là ont été faits 100% sur la base de la plateforme du Flying Phantom, que vous connaissez, j'espère. Donc ensuite, après ces projets, on va dire, c'était aussi quelque part des projets un peu proto et innovants.
Ensuite, moi, personnellement, je suis intervenu dans un autre cadre, c'est-à-dire dans le projet du Flying Phantom lancé par la société Fantôme International, projet aussi breton de Bretagne Nord, à Dinard. Donc la personne qui a initié ce projet, c'est Alexandre Hudin. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un projet qu'il a eu en tête, on va dire, avant 2012, ce qui est assez étonnant, c'est-à-dire avant que les bateaux de la Cup volent, il avait eu l'idée était assez simple, mais quand même innovante pour l'époque, c'était de faire voler un kata de plage pour offrir le vol, on va dire, à tout le monde, en fait, à un prix entre guillemets raisonnable. Mais comment, ça, il ne le savait pas. Donc il y a eu des premiers essais de foil qui avaient des formes, certains connaissent, un peu torturées. On ne peut pas dire que le bateau volait, il faisait, moi je dis, des petits bonds. Il sortait de l'eau, il retombait, c'était pas très stable, les moyens de le piloter non plus. Donc c'est vrai qu'on a largement bénéficié dans ce projet du Flying Phantom, on a largement bénéficié de la connaissance des gens qui venaient de la Coupe, de chez New Zealand, de Martine chez Groupama, de Franck. Ça a été un ensemble de plusieurs personnes qui a pu donner ce projet. Ça a surtout aidé à définir le cadre, c'est-à-dire les foils plus ou moins, la façon de les piloter. Après, nous, on a eu au sein de Fantôme International, un autre défi, c'est que là, on n'est plus dans des prototypes, on est dans un projet industriel. Donc, on a travaillé une équipe, Alexandre, moi-même, et puis on avait notre bureau d'études, Antoine Meunier, un ingénieur plutôt motoriste qui vient de l'automobile et un passionné aussi d'industrie qui nous a aidés. Le défi était différent, c'est-à-dire rendre le bateau abordable, stable, réduire les coûts, standardiser les pièces pour arriver sur un support One Design et pouvoir avoir le même et faire des courses ensemble. Donc cette année, on a pu faire déjà plusieurs courses en 2015 avec entre 5 et 7 bateaux à chaque course. Voilà, donc ça c'est nos clients différents. Il y a en bleu, c'est en Argentine. On a aussi, nos clients sont soit des amateurs, confirmés ou pas d'ailleurs, ça dépend. Pas forcément des spécialistes de multicoque. On s'est rendu compte que on a aussi ce qui intéresse les gens, c'est ce qui caractérise nos clients, c'est l'innovation, ça c'est sûr, la vitesse. C'est des gens qui viennent aussi du kite, de supports comme la planche à voile aussi. On a des pros, forcément, des vrais pros, comme on peut voir le bateau en bas, Artemis. Donc, certaines équipes de la Coupe se sont équipées de nos bateaux aussi pour faire naviguer leurs équipages, Oracle, Artemis. Et puis, on a des clients. Le bateau jaune, c'est un bateau qui est en Hollande. Voilà, donc l'essentiel de notre clientèle, on peut le voir, je crois, sur les chiffres. Donc, 75% de la flotte est en Europe. On va avoir 20 bateaux en France, là, en ce moment. Et puis... donc des bateaux proches frontières, Suisse, un peu moins autour de 7 unités. On en a en Belgique, je crois, 2, en Hollande 2, en Allemagne plusieurs aussi, en Angleterre 2 ou 3, je crois. Voilà, ça c'est à peu près les chiffres pour ça. Ensuite, on a été aussi choisi support pour les jeunes. Donc, parce qu'on n'est pas les seuls à croire en l'avenir des multicoques volants. Donc on a la chance d'avoir Red Bull qui nous a choisi comme support pour créer des épreuves et faire de la détection sur les jeunes et offrir aux jeunes, parce que c'est aussi leur motivation, offrir aux jeunes ce support. On a l'ENV aussi à Quiberon, l'ENV SN qu'on connaît bien, qui a aussi acheté plusieurs bateaux, et notamment aussi pour commencer à former les jeunes pour la Youth America's Cup, donc dans le cadre du projet Team France, Groupama Team France. Après, par rapport à ce projet, mon retour, si je reviens juste sur les clients, c'est vrai qu'on me pose souvent la question. On va dire qu'aujourd'hui, hormis des projets comme l'ENV ou Red Bull qui ont acheté des bateaux pour les mettre entre les mains des jeunes, on a notre clientèle après, on va dire amateurs confirmés, c'est plutôt la quarantaine.
Et puis des gens qui cherchent, comme je vous avais dit, la vitesse, tout ça. Moi, je dis, entre guillemets, il ne faut pas le prendre. Je disais que c'était un peu une clientèle Porsche, un petit peu, parce que finalement, on se rend compte qu'il y en a, c'est pas forcément pour régater, mais c'est pour longer la plage un peu plus vite que les copains. Et puis voilà, ils veulent un bateau un peu smart. Voilà. Donc ça, c'est une évidence. Ensuite, mon retour d'expérience, c'est un projet fabuleux où on a... En tout cas, il y a eu des vrais moments de remise en question, on va dire, sur la façon de naviguer, même par rapport à un multicoque normal. Il faut savoir appréhender la vitesse. Tout réagit beaucoup plus vite. Faut, en équipage, quand on est deux, la synchronisation et le bon geste au bon moment est vraiment de rigueur. Il y a eu on a un petit film, je crois. Tu nous montres. Ouais. Alors ça, je sais tu nous pas fais comment saliver on depuis lance. tout à l'heure, mais voilà, il est là. Bon, ça, c'est une des épreuves de cette année à le Raid des Corsaires, une épreuve multicoque kata de sport léger bien connue à Saint-Malo. J'espère que vous aurez apprécié. S'il y a des questions après, n'hésitez pas. Non, voilà mon retour. Après, c'est sûr qu'on a eu dans les... Voilà. On a eu il y a eu des moments de... Il a fallu beaucoup de sang-froid au départ. Maintenant, ça paraît vachement plus simple et on se rend compte qu'il y a des clients qui ont jamais volé ou autres qui s'en sortent super bien. Mais il y a eu avant ça, il y a eu beaucoup de travail aussi bien chez Groupama que chez Flying Phantom et chez les autres. Et puis voilà, on va dire que 2016-2017, voilà les perspectives de ces bateaux. On a les Red Bull en Flying Phantom. On sait que le circuit Extreme Sailing Series va se faire maintenant sur un catamaran à foil aussi, le GC32. On a le Diam 24 qui est un support multicoque pour le Tour de France à la voile. Voilà, on a la Coupe de l'América, donc on est dans le vif du sujet, le multicoque et le foil, on va dire. Après, moi, c'est vrai que par rapport à ça, j'ai mes questionnements, parce que c'est aussi mon travail, c'est essayer de savoir ce qu'on va faire, ce que va devenir l'avenir dans ce secteur-là. Donc, moi, j'en suis convaincu depuis très longtemps. Je crois qu'aujourd'hui, on en parlait tout à l'heure avec certaines personnes, mais il y a des supports qui sont arrivés. Le Tour de France, c'est en Diam aujourd'hui. Est-ce qu'il sera sur un support volant dans quelques années? Je ne peux pas vous répondre précisément, mais ça va évoluer, j'imagine. En tout cas, l'envie des gens va évoluer. Ah, voilà. Et puis après, il y a des supports comme le Figaro ou autres qui aujourd'hui se font toujours en monocoque. Est-ce que demain, la demande des coureurs, des partenaires et des gens, elle sera vers un trimaran, un petit catamaran ou autre? Enfin, je vous laisse réfléchir et puis on en reparle. Merci Gurvan. Tu vas rester là, on va avoir quand même quelques questions. Tu vas pas t'en sortir comme ça. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Non, c'est le matin, vous êtes encore un peu endormi. Donc vous inquiétez pas, j'ai des questions. D'abord, je voulais savoir si tu avais
toi qui es passé d'une navigation en kata classique, entre guillemets, en kata foil aujourd'hui, est-ce que tu as le sentiment que on est dans la révolution, c'est-à-dire que demain tout le monde volera, beaucoup de gens voleront, on est comme dans une révolution numérique, on va dire, ou est-ce que tu penses que ça restera quand même réservé à des pratiquants un petit peu confirmés? C'est une très bonne question. Non, je pense que on peut pas dire que tout le monde volera demain, je pense pas. Et quelque part, je le souhaite pas non plus, parce qu'il y a des supports qui fonctionnent très bien. J'étais au voile de Saint-Tropez il y a moins d'une semaine, et franchement, ces classiques qui sont magnifiques. Et heureusement qu'ils sont là, parce que c'est l'histoire de la voile aussi. C'est notre culture. Non. Après, je pense qu'aujourd'hui, la coupe et puis ces projets innovants ont toujours apporté je crois que moi ce que je trouve vraiment chouette, c'est que ça redynamise toute la filière voile à tous les niveaux. On se pose des questions, ça va recréer des nouveaux projets. Je crois que le foil apporte quand même, le foil, le safran thé, c'est ces deux choses, hein, ça apporte quand même de la stabilité, ça apporte du fun, ça apporte une remise en question générale des gens. Je pense qu'il y a certaines personnes, et ça on le voit dans notre clientèle, qui avaient un petit peu d'ailleurs fait du kata il y a très longtemps, puisque 40 ans ils faisaient du kata à 20 ans, ils l'ont un peu délaissé pour d'autres supports, planches ou autres, et bon, ils disaient j'ai fait le tour du kata, et aujourd'hui ils reviennent parce qu'il y a ce foil, il y a des choses à apprendre, puis ils veulent en faire partie aussi, de se dire on fait partie de ces hommes volants, on va dire, sur l'eau. Voilà, donc je crois qu'il y a des exemples. Moi, je pense souvent au projet Gunboat là, du G4, qui est quand même un bateau on va dire un dayboat, parce que ça ne peut pas vraiment dire que c'est un bateau de croisière, mais bon, il y a quoi dormir dedans, on va dire. C'est un dayboat croisière, et il vole. Hein. Et donc, je pense qu'il y a je pense que ça va... il va y avoir des projets comme ça, et on peut translater ces innovations, je pense aussi sur des supports qu'on n'aurait pas forcément attendu au départ, parce que ça crée aussi quand même de la sécurité à certains moments et de la stabilité en fait. Tu penses que ce type d'innovation peut potentiellement se retrouver un jour dans le monde de la plaisance? En tout cas, le Gunboat... Parce que Gunboat, c'est le bon exemple de... Ouais, c'est le très bon exemple. Ils sont sur le toit, c'est ça que je veux dire. Oui, ils se mettent sur le toit. C'est une campagne marketing en soi. Mais ouais, tout à fait. Non, mais de toute façon, aujourd'hui, je crois que si on invente le multicoque qui chavire pas, moi, j'achète tout de suite. Hein. Mais non, je crois qu'un multicoque, ça chavirera toujours. Après, à nous de créer des choses. Mais oui, ça peut chavirer. Mais il y a des katas aussi absolument archimédiens et normaux qui chavirent aussi, on en connaît. Donc non, mais je crois qu'eux, c'était une prise de risque pour eux. Mais je pense que c'est une belle vitrine pour leur marque. Et je pense que c'est intéressant quand même. On peut retrouver, d'ici 10 ans, on pourrait retrouver des foils sur des Beneteau. Moi, je suis pas devin. En tout cas, j'espère que le travail qui est fourni aussi par la course, par les prototypes, par l'innovation, je crois qu'elle va servir à tout le monde et aussi aux plaisanciers. Après, dans quelle mesure, je crois qu'on a nos bureaux d'études, nos ingénieurs qui sont là aussi, qui manquent pas d'idées, je crois. La richesse est là en Bretagne et en France, de toute façon, dans ce domaine-là. Donc, il va y avoir des choses, c'est sûr. Pour ce qui est de la formation des jeunes marins, on voit bien qu'il y a un mouvement à l'œuvre avec ce que fait Red Bull autour de la Foiling Generation, ce que vient d'annoncer l'ENV très récemment avec Groupama Team France. Est-ce que tu penses aussi que les filières traditionnelles de formation par laquelle toi tu es passé, elle n'est pas si traditionnelle que ça parce qu'elle n'est pas si vieille que ça, mais par laquelle tu es passé toi, est-ce que tu penses que ces filières-là vont être amenées à bouger fortement? En gros, est-ce que des gamins qui vont être biberonnés aux vidéos YouTube comme tu viens de nous montrer vont encore avoir envie de faire de l'équipe ou du 4-20? Je sais pas, et puis je veux pas être la personne qui enterre ces bateaux-là, parce que c'est aussi aujourd'hui on a beaucoup de gens de la course au large, du Figaro, d'excellents coureurs du Vendée Globe et autres qui sont passés par ces filières-là, donc ce sont des c'était avant. Ça c'était avant. Non, mais c'est vrai que je pense qu'aujourd'hui si on questionne des jeunes, c'est sûr que ce qui les fait rêver, c'est la coupe, je crois que les gens aiment la vitesse, hein, de toute façon, que ce soit sur des skis, sur un vélo ou sur un bateau. C'est un amusement qui est quand même très sympa.
Après, c'est vrai que si on pose la question à ces jeunes, oui, je pense que c'est ça on peut voir pour les Red Bull, il y a 32 équipages sélectionnés et on a eu je dirais peut-être une bêtise, plus de 100 demandes, ça c'est sûr, mais je crois que c'est autour de 120 demandes ou quelque chose comme ça. Donc il y a quand même, parce qu'il y avait un créneau d'âge, donc l'engouement est là de toute façon. Ouais. Mais c'est sûr que les jeunes, je pense que si on leur pose la question, c'est ça qui les fait rêver. Je suis à peu près sûr. En tout cas, ils nous en parlent. Très bien, merci bien. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Oui. Alors, quelqu'un prend un petit micro pour transporter jusqu'à Monsieur Favre qui est là. Merci. Moi, donc j'ai une petite question. On voit que depuis 2-3 ans, il y a eu vraiment un saut technologique avec l'apparition des foils. Est-ce que vous pensez qu'on est au début de la courbe? Est-ce que ça va continuer à se développer et à s'améliorer beaucoup? Ou qu'est-ce que vous pensez de la vitesse à laquelle cette technologie va encore évoluer? Je pense, c'est pareil, c'est des questions, j'aurais pas de réponse. Non, mais je pense que c'est sûr que les steps en voile, mais même dans pas mal de sports, ça avance et puis ça stagne. Je pense que la prochaine coupe va être intéressante, surtout finalement maintenant on voit bien que la révolution elle est entre l'eau et l'air. Donc vraiment sur les appendices. Donc la prochaine coupe va encore amener son lot de développement et d'innovation, ça c'est sûr. Après, je ne saurais pas dire précisément. Je suis pas sûr que quelqu'un ait la réponse. Mais en tout cas, on espère parce que c'est dynamique et en tout cas, ça fait travailler tout le monde, les marins, les archis, les ingés, les chantiers. Donc, les organisateurs. Les organisateurs, voilà. Donc ça c'est en tout cas, je pense, une très bonne chose. Et voilà. D'autres questions? Je crois qu'on a Thierry Verneuil dans la salle, s'il est là. Est-ce qu'il peut... Voilà. Bonjour. Est-ce que je peux me permettre de vous poser une question un peu en saisissant la balle au bon? Je crois que le NV a annoncé en fin de semaine dernière la mise en place quasiment d'une école de bateaux volants. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu le dispositif et puis pourquoi vous vous êtes emparé de cette thématique-là? Oui, alors assez rapidement, hein, parce que c'est une histoire. Bon, j'ai été nommé à la tête du conseil d'administration de l'École nationale de voile là, il y a à peu près 1 an. On va préciser que vous êtes le président de Big Sport aussi. Voilà, je suis aussi président de Big Sport, donc je suis aussi à la tête de Class One Design qui fonctionne très très bien depuis un certain nombre d'années. Notamment, il y a un championnat du monde dans 15 jours à Cagliari en Techno 293 One Design. Il y a 400 gamins sur la ligne de départ. C'est jamais arrivé dans l'histoire de la planche à voile. C'est arrivé déjà à Brest au dernier championnat du monde. Donc il y a quand même un engouement pour le One Design et c'est assez intéressant de voir qu'Alex Hudin au sein de Flying Phantom s'est définitivement tourné dès le départ vers la création d'une classe et d'une monotypie parce que je pense qu'effectivement si on veut intéresser les gens dans la voile, il faut courir en One Design parce qu'au moins tout le monde a le même matériel. Je pense que c'est un des moyens de développer la voile. Après, je pense que la voile, d'une manière générale, elle souffre d'un peu trop d'innovation, c'est-à-dire pas d'assez de stabilité. Et puis, effectivement, la rupture qui est arrivée avec la dernière coupe a fait qu'on a compris qu'on pouvait aller à 30 nœuds assez facilement sur l'eau avec des bateaux modernes. Donc, quand j'ai que j'étais nommé à la tête de l'école, je n'avais pas trop d'idée de ce que je voulais faire de l'École nationale de voile, qui était dans une problématique plutôt de belle endormie. Avec des problématiques assez récurrentes. Donc, je me suis posé la question dans quel sens on pouvait orienter aujourd'hui l'école. Et évidemment, le foil est tombé tout à fait naturellement dans nos planifications stratégiques. Et on s'est dit, on va en faire de l'école qui est censée être un pôle d'excellence ou un pôle de haut niveau en France. Il faut savoir qu'il y a 4 écoles nationales en France. Il y a Saumur pour l'équitation, il y a Chamonix pour la montagne, et vous avez l'INSEP pour les sports collectifs. Donc on a la chance d'avoir au sein du territoire du Morbihan, en plein milieu à équidistance de Vannes et de Lorient, là où il se passe des choses dans la course au large aujourd'hui, dans le Morbihan, on a la chance d'avoir une école nationale. Ce n'est pas donné à tout le monde, on l'avait un peu oublié, les élus l'avaient pas mal oublié, et là on a, grâce à l'État aujourd'hui, un établissement public avec des compétences de professeurs à peu près dans tous les domaines qui intéressent l'entraînement et la course. Donc tout à fait naturellement, on s'est dit qu'est-ce qu'on va faire à l'école et on a dit on va en faire un pôle d'excellence de la voile qui vole, orienté sur la détection des jeunes et des futurs talents, en sachant qu'on voulait aussi par là, dans la voile qui vole, il y a des problèmes de sécurité.
à la fois sur le plan d'eau, à la fois pour les équipages et à la fois pour les entraîneurs. C'est des bateaux qui vont vite, qui sont assez volages, qui n'ont pas toujours des routes extrêmement droites. Donc il y a des abattés, il y a des parolofs. Enfin, ça va vite, ça va à 30 nœuds, ça va vite. Donc l'idée, c'était de créer sur Quiberon un centre unique en France, avec le soutien de la Fédération française de voile, où on serait à même à former des jeunes. Alors, le département du Morbihan nous aide à le faire. On a prévu de former 12 jeunes par an. Alors, ça n'inclut pas les jeunes qu'on va former sur des Diam 24. Donc, on va avoir une concentration à l'école de Flying Phantom, 4, 5, 6 Flying Phantom. On va avoir des mottes en permanence à l'entraînement. On va avoir, grâce à Groupama, des GC32. On va avoir la C45 de Franck. On va en faire le lieu de la voile qui vole en France aujourd'hui. Et on va en faire le passage obligé pour la formation des jeunes. Alors je ne dis pas qu'il n'y aura pas d'autres centres en France, il y en aura certainement dans le sud qui vont se créer, mais je veux dire en Bretagne, on va être assez unique et on va essayer d'emmener des jeunes vers la professionnalisation, parce que les jeunes qui seront formés chez nous, ils auront certainement des emplois d'avenir dans les teams professionnels derrière. Donc c'est vraiment un passage, ils n'auront pas à chercher un emploi après avoir fait les jeux avec difficulté ou aller dans le professorat de jeunesse et sport. Ils pourront directement avoir un emploi dans les équipes professionnelles. Donc le but est vraiment de former des jeunes et de porter toute notre attention sur cette formation. Voilà. Merci beaucoup. Merci Gurvan.